kiosque d'Europe 1 avec Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec autour de la table, comme chaque matin, Alex Taylor, notre Anglais qui nous parle d'Europe ce matin avec l'accent belge. Bonjour Alex. Goedemorgen. Très bien, flamand maintenant. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin ses secrets politiques. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour et bienvenue à tous. Axel, je me tourne vers vous, Axel de Tarlet, avec ce film, Les Mignons, qui rapportent non pas des millions mais des milliards. Les Mignons qui ont passé le cap du $1 milliard de recettes dans le monde. C'est un succès phénoménal et c'est un succès made in France, monsieur. Exactement, donc Les Mignons, vous n'avez pas pu échapper au phénomène. Vous savez, c'est ces petits bonshommes jaunes là, avec des gros yeux qu'on voit partout. Ils sont vilains. Effectivement, ils sont vilains. Oui, mais ils sont sympathiques et ils rapportent beaucoup. Et surtout, ils sont français puisque ce film a été réalisé en banlieue parisienne par le studio MacGuff, qui est dirigé par Pierre Confin, qui emploie 750 personnes, donc, et $1 milliard de recettes dans le monde. Eh ben, c'est pas courant. J'ai là la liste. Il n'y a que 23 films dans l'histoire du cinéma qui ont dépassé le $1 milliard de recettes. Qui, à votre avis, quel film? Alors, le numéro 1, c'est Star Wars. Non. Le numéro 1, c'est Avatar. Voilà, Titanic. qui a fait 2,7 milliards. Numéro 2, Titanic. Numéro 3, Jurassic World. On emporte le vent, je trouve. Non, maintenant, c'est les blockbusters. Ils génèrent énormément de recettes. Alors, il n'y a que des films américains. Et vous descendez dans ma petite liste que je vous ai imprimée là. Et vous avez 22e mondial. Les Mignons, voilà, écrit en français. 1 milliard 018 de dollars. Mais qui sont encore à l'affiche, contrairement aux autres. Et qui sont encore à l'affiche, c'est pas fini. Et si vous regardez uniquement les films d'animation, ce qu'on pourrait appeler les dessins animés, eh bien là, Les Mignons, c'est le 3e plus gros succès de l'histoire du cinéma, puisque le numéro 1, c'est La Reine des Neiges, Toy Story 3, et ensuite Les Mignons. Mais Les Mignons qui est devant Le Roi Lion, qui est devant Nemo, etc. Mais comment ça se fait, Axel, qu'un petit studio français ait réussi un pareil exploit? Alors, vous avez raison, parce qu'en face, il y a quand même des poids lourds. Il y a Disney, il y a DreamWorks, il y a Pixar, etc. Et puis, il y a maintenant le studio MacGuff. Il n'y a pas de secret. Pour ce succès planétaire, le studio MacGuff s'est associé au géant américain Universal. Et là, vous avez le mix parfait. Vous avez la créativité française, parce qu'il faut savoir qu'en matière d'animation, les Français ont une réputation mondiale, un savoir-faire mondial dans la vidéo, avec notamment l'école des Gobelins. Donc vous avez la créativité française, la force de frappe américaine, parce que ça n'est pas fini. Vous le disiez à l'instant, ce film est sorti début juillet. Il va bientôt sortir en Chine, il va sortir en Corée, il va sortir en Turquie, il va sortir très bientôt en Italie. Donc c'est pas fini. Alors c'est le moment d'écouter ce petit extrait des Mignons que je vous ai sélectionné. Les Mignons qui, vous le savez, adorent et ont toujours la banane. Alors voilà. On retrouve leur petite voix. Qui l'a vu ce film? Qui l'a vu autour de la table? Ah ben évidemment, avec mon fils. Mais ce qui est formidable pour ce film, c'est que le créateur du personnage, le film est français effectivement, mais le créateur du personnage est français lui aussi. Des personnages. Alors on le reconnaît qu'il est français parce qu'ils sont toujours en grève, les Mignons. La culture française. Voilà, Axel de Tarlet, on était content. C'est ce que disent les Américains. C'est de la caricature, ça. Et bien, puisque vous n'aimez pas les Français, on va aller s'occuper des Belges avec vous, Alex Taylor. Les Belges qui n'apprennent rien à l'école? Oui, c'est un peu comme une histoire belge, mais racontée par un anglais. Donc, attachez vos ceintures. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est la rentrée aussi en Belgique. Les parents ont le droit de refuser que leurs enfants suivent des cours de religion ou de morale. Donc, que mettre à la place? C'est une bonne question. Les élèves wallons vont suivre ce que les médias ont méchamment baptisé, donc des cours de rien. Mais on va y apprendre quoi dans ces cours de rien? Rien? Justement, tout est parti d'une bonne intention, si vous voulez. C'était les attentats de Charlie Hebdo en France. Alors, Joëlle Milquet, qui est la ministre de l'enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a donné libre choix aux parents de refuser des cours d'inspiration trop religieuse en Belgique. La chose est un peu compliquée depuis un avis explosif de la Cour constitutionnelle belge en mars, selon lequel aucun des cours proposés dans l'enseignement officiel belge francophone n'est véritablement neutre. Donc la ministre a donc été obligée de rafistoler ce qu'elle a malencontreusement appelé dans une conférence de presse un cours obligatoire d'autre chose. C'est elle qui a dit que ça sera un cours obligatoire d'autre chose. Donc c'est devenu un cours de rien. Alors ça a été rebaptisé par la suite les EPA, les encadrements pédagogiques alternatifs, destinés à éveiller à la citoyenneté, au questionnement philosophique. Alors, si on regarde la presse belge ce matin, vous imaginez les témoignages de profs désemparés, comme cette directrice d'école à Namur dans le soir de Bruxelles. On nous a bricolé à la va-vite un cours sans contenu ni moyen et dont le nom ne veut rien dire. J'essaie de faire l'accent belge, mais c'est pas évident. Alors, la ministre a promis entre-temps plus de clarté pour janvier, s'il vous plaît. Bon, c'est bien, janvier sera la moitié de l'année scolaire, c'est pas plus mal. Ça, mais entre-temps, c'est pas trop. On passe à
à la politique avec vous, Alexandre Carra. En ce jour de rentrée scolaire, vous nous révélez ce matin sur Europe 1 que l'université aussi est au menu de la réforme. Absolument. À l'université, ça va bouger également. Vous savez que depuis quelques semaines, il y a un débat, notamment sur l'augmentation des droits d'inscription à l'université. Ce débat est tranché. Il n'y aura pas d'augmentation, je peux vous le dire ce matin, de ces frais d'inscription à l'université. Pas d'augmentation cette année? Non, on va trouver d'autres moyens de donner des ressources propres à l'université. Et alors, ça veut dire, Alexandre, qu'il va bien falloir trouver l'argent ailleurs, trouver d'autres moyens. Exactement. Et voilà l'idée. En fait, Thierry Mandon, le patron aujourd'hui du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur, a un projet qu'il va présenter à la fin du mois de septembre. Et c'est une petite révolution. Il s'agit de transférer une partie de la formation professionnelle aux universités. C'est-à-dire que les universités vont pouvoir désormais faire de la formation professionnelle. Et ça part d'un constat tout simple. Il y a les enseignants, il y a les locaux, il y a le savoir-faire. Donc avec ça, effectivement, on peut faire de la formation professionnelle. Et imaginez quand même que le but est de transférer 5% de cette formation professionnelle. Axel de Tarlet, ça représente combien, 5%? Il y a une trentaine de milliards en formation professionnelle, ça va faire 1,5 milliard. Voilà. Exactement, 1,6 milliard. C'est un peu théorique la fac, non? C'est un peu éloigné du monde de l'entreprise? Pas tant que ça, pas tant que ça en réalité. On se rend compte que tous les savoir-faire peuvent donner une formation professionnelle. Je vous donne l'exemple par exemple du numérique. Aujourd'hui, beaucoup de salariés ont besoin de se former à la transition numérique et on trouve tout ça à la fac. Alex, il y a un autre problème majeur dans les facs, c'est l'encombrement de certaines filières. Est-ce que là, il y a des solutions, des réformes, des choses en vue? Là encore, le plan qui va être proposé prévoit une solution originale. Vous savez qu'aujourd'hui, la fac est encombrée, notamment, il y a 3 filières qui représentent près de 40% des inscrits. Alors, psycho, STAPS, qu'est-ce que c'est STAPS? Vous savez, c'est le sport, prof de voilà, sport. exactement. Ouais. Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et le droit. Alors, pour éviter la ruée sur ces filières, là encore, l'idée est très simple, c'est que dès la terminale, on va faire la transparence des données. Qu'est-ce que ça veut dire, la transparence des données? C'est très simple, c'est qu'un élève de terminale pourra aller voir la réalité des débouchés de ces filières. C'est-à-dire quel job il aura à l'arrivée et surtout, combien il sera payé. Alors évidemment, le but n'est pas de créer des vocations, mais plutôt de dissuader un certain nombre de gens qui ont une absence de vocation. Voilà, donc pour ces informations... Les cours de rien, en fait, à la française. Les cours de rien à la française, en quelque sorte, en tout cas dans la finalité. Vous allez vous faire des amis, vous, Alex Taylor. Je pense que vous n'allez pas tarder à retraverser la Manche. On retient quand même des informations que vous nous révélez ce matin, Alexandre, qu'il n'y aura pas d'augmentation des droits d'inscription à la fac pour cette rentrée 2015-2016. Et si on innovait, tiens, maintenant? Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, l'innovation, on parle d'une solution révolutionnaire pour faciliter enfin l'usage de la voiture électrique. Et oui, parce que le problème de la voiture électrique, c'est son autonomie. Donc c'est 400 km pour du très haut de gamme, mais c'est 150 km d'autonomie pour une petite citadine électrique. Donc ça fait Paris-Reims ou Paris-Orléans. Donc en permanence, il y a le stress de trouver ou pas la borne de recharge. Et c'est pour ça que les tests qui vont avoir lieu en Grande-Bretagne à partir de la fin de l'année sont très intéressants, puisque la Grande-Bretagne va tester des routes qui permettent de recharger des voitures électriques pendant le trajet. La route recharge la voiture. Voilà, les véhicules ne s'arrêtent pas. Quand la batterie est un petit peu faiblarde, il suffit que le conducteur se déporte sur une voie de recharge pour faire le plein d'énergie. Comment je à droite ça vous fascine, ça. On n'a rien compris, mais comment ça fonctionne alors? Alors c'est une technologie comme pour les portables sans fil. En fait, il y a sous le bitume un réseau de câbles électriques qui génère un champ magnétique, un champ qui est récupéré par la voiture quand elle passe au-dessus. Et grâce à une bobine, cette énergie est convertie en électricité. C'est la dynamo, quoi, en fait, non, à peu près. Voilà, sans fil, voilà, c'est sans contact. Et c'est une technologie qui fonctionne déjà. Elle a été testée en Corée sur des bus électriques. Donc la Corée, en Corée du Sud, il y a une ville qui a instauré 24 km comme ça de route avec un champ magnétique. Et les bus se rechargent toute la journée et peuvent faire leur tournée donc sans s'arrêter. C'est bien ça. Donc c'est pour la Grande-Bretagne, ça va s'élargir ailleurs. Alors, après, ça peut venir chez nous. La Grande-Bretagne va investir, ça coûte cher. C'est quand même 300 000 € du kilomètre puisqu'il faut effectivement installer le réseau sous le bitume. La Grande-Bretagne veut miser à fond là-dessus, 700 millions d'euros investis sur les 5 ans à venir, parce que la Grande-Bretagne est le 3e utilisateur mondial de voitures électriques. Et le premier, c'est la Norvège. C'est génial comme idée, ça, de pouvoir recharger le reste des appareils électriques dans la voiture en même temps, non? Bon, allez, vous pensez encore à votre téléphone. Vous lâchez votre téléphone quand vous conduisez, Alexandre Carra. Tiens, tenez, il y a du monde qui écoute le kiosque d'Europe 1. Il y a Nico Saliagas qui nous envoie un petit tweet avec le hashtag un matin. Non, monsieur Soto, non, les mignons ne sont pas laids, ils sont magnifiques. T'es beau, Nico. Ils aiment les bananes. Voilà, ils aiment les bananes. Allez, on se retrouve demain matin, les amis. À demain pour le kiosque de 7h15 sur Europe 1.